Le gazoduc Nord Stream est à nouveau au cœur de l'actualité avec une enquête d'un journaliste états-unien qui accable Washington. Nous évoquerons ensuite la remise en cause du droit des agents douaniers d'effectuer des fouilles pour rechercher des auteurs d'infractions. Et enfin une page réseaux sociaux avec le Sénat qui s'attaque au cas chinois TikTok. Les Américains ont-ils saboté le gazoduc Nord Stream? C'est ce qu'affirme un journaliste d'investigation états-unien. Élément d'explication et mise en perspective. Washington a saboté Nord Stream 1 et 2 dans la mer Baltique. C'est ce qu'affirme le journaliste états-unien Seymour Hersh. Dans un article publié sur son propre site internet, ce journaliste d'investigation affirme que ce sont des plongeurs de l'US Navy, aidés par la Norvège, qui ont déposé des explosifs sur les pipelines reliant la Russie à l'Allemagne à travers la mer Baltique. L'opération aurait été menée en juin 2022 pour un déclenchement 3 mois plus tard, en septembre. Une hypothèse qui corroborerait celle du Kremlin selon laquelle les anglo-saxons seraient derrière ce sabotage. Du côté de la Maison-Blanche, on s'est empressé de dénoncer cette enquête, tout comme l'administration norvégienne. Oslo pourrait être plus inquiété que les États-Unis puisque le pays partage une frontière avec la Russie. L'étude du journaliste américain ne se base que sur une source anonyme, ce qui ne permet pas d'accréditer totalement son hypothèse. Détenteur du prix Pulitzer en 1970, une récompense honorant notamment des journalistes, pour avoir dénoncé un massacre de l'armée états-unienne au Vietnam, il n'est pas ce qui se fait de plus patriote au sens de la Maison-Blanche. En 2004, il avait révélé les cas de torture de la part des troupes américaines en Irak. En 2011, il avait également apporté une version différente de celle de l'administration Obama sur la mort de Ben Laden. Plus récemment, il a été accusé de remettre en cause la narration américaine en Syrie sur la question des supposées armes chimiques de l'armée. Qui croire? Un journaliste indépendant qui n'a rien à gagner à 85 ans ou une puissance qui a envahi l'Irak sur la base de fausses preuves de détention d'armes de destruction massive? Si l'hypothèse de Seymour Hersh ne peut pas être prise pour argent comptant, elle permet d'apporter une contradiction à la version de Washington et de se poser encore les bonnes questions avec en premier lieu la suivante: à qui profite le crime? Deux hypothèses principales existent. Soit c'est un coup des États-Unis et potentiellement de leurs alliés pour couper l'Allemagne de l'approvisionnement en gaz russe, détruire ainsi l'industrie germanique qui se replie alors vers le continent américain et couper directement l'Europe de la Russie. Le gain économique est certain et la manœuvre permet d'éviter toute forme de rapprochement entre Bruxelles et Moscou. La seconde hypothèse consiste en une attaque orchestrée par Moscou pour accuser l'Occident. Le bénéfice demeure, là, assez obscur si ce n'est pour discréditer Washington, mais le soft power russe est beaucoup trop faible pour tenir une telle campagne médiatique. Cette idée d'attaque russe fut défendue à grand renfort de point Godwin par le maire de Béziers, Robert Ménard, qui avait déclaré avec sa mesure légendaire « Les Russes ont saboté Nord Stream comme les nazis le Reichstag ». Si les États-Unis sont à l'origine de l'attaque de Nord Stream, le dossier ressortira probablement dans quelques années quand il sera dépourvu d'importance. En attendant, les Allemands, si l'information est juste, sont les grands cocus de cette affaire, puisqu'ils soutiennent les États-Unis en Ukraine. Enfin, le grand gagnant semble une nouvelle fois se trouver de l'autre côté de l'Atlantique. Fini les razzias sur la chenouf avec la remise en cause du droit des agents douaniers d'effectuer des fouilles pour rechercher des auteurs d'infractions. C'est une boîte de Pandore qui pourrait être ouverte. Renaud de Bourleuf. Désarmer les douanes et renforcer les trafiquants. Le Conseil constitutionnel considère qu'effectuer des fouilles sur les marchandises, les bagages et les moyens de transport est contraire à la Constitution. La décision du 22 septembre déclare l'inconstitutionnalité de l'article 60 du Code des douanes. Le Conseil rappelle dans sa décision que la lutte contre la fraude en matière douanière participe d'un objectif de valeur constitutionnelle de recherche des auteurs d'infractions. Mais il reproche en même temps aux législateurs de ne pas avoir trouvé une conciliation équilibrée entre la recherche des auteurs d'infractions, la liberté de circuler et le droit au respect de la vie privée. L'abrogation des dispositions en vigueur est prévue pour le 1er septembre 2023 et laisse planer un risque de paralysie des douanes. Des professionnels tirent d'ailleurs la sonnette d'alarme. Certains craignent même une suppression pure et simple du droit à fouiller les marchandises, les moyens de transport et personnes en dehors des ports, aéroports et frontières. En réalité, il semble plus probable que le droit de fouiller des douaniers soit aligné sur celui des officiers de police judiciaire et des gendarmes, qui ne peuvent fouiller dans les effets personnels d'une personne qu'en cas de flagrant délit, d'enquête préliminaire ou de commission rogatoire. Pour Cyril Mardinquet, porte-parole de la Fédération professionnelle indépendante de la police, les délinquants sortiraient gagnants d'une telle évolution au détriment des enquêteurs. Donc aujourd'hui, on ne peut plus contrôler les individus. En tant que policiers, les douaniers avaient une marge de manœuvre un peu plus grande qui leur permet de s'affranchir de quelques restrictions administratives
faut croire que ça ne pouvait pas durer. Le Conseil a tranché et est venu à nouveau consacrer le droit et la protection des voyous au mépris des droits des enquêteurs eux-mêmes. En limitant le champ d'action des enquêteurs, les juges ouvrent une véritable autoroute pour les trafiquants. Normalement, force doit rester à la loi et les représentants de la loi, quels qu'ils soient, doivent pouvoir avoir les moyens de faire leur travail. Là, ça veut dire quoi? Que sur une enquête douanière, un douanier va devoir, alors qu'il sait pertinemment que l'individu qui va contrôler ou le véhicule qui va être amené à contrôler est très certainement impliqué dans un trafic, il va être obligé de requérir une autorisation, il va falloir attendre administrativement que cela tombe, avec toutes les contraintes de temps et de configuration de forme administrative des demandes à réaliser. Ça va être une lourdeur en plus pour les enquêteurs et un énième prétexte pour les avocats qui permettra de faire tomber les perquisitions ou les fouilles qui seront effectuées au prétexte que le nouveau cadre réglementaire n'aura pas été respecté correctement. Un nouveau cadre réglementaire qui pourrait ainsi profiter aux délinquants et aux crimes organisés. Un signal inquiétant alors que le prix de la Kalachnikov a été divisé par 2 dans certaines banlieues à la faveur de la guerre en Ukraine. Il fait bon être trafiquant en France, puisque aujourd'hui vous pouvez avoir un véhicule chargé de matières stupéfiantes, voire même d'armes de guerre, et la quasi-certitude que si vous le laissez dans la rue tout seul, il ne pourra pas être fouillé. Simplement, tout est fait pour permettre à la voyoucratie de proliférer. TikTok dans le collimateur du Sénat. Comme d'autres pays avant elle, la France estime que le réseau social chinois manque de transparence, s'inquiétant notamment d'un potentiel espionnage. Élément d'explication. TikTok sous haute surveillance, réunissant plus d'1 milliard d'utilisateurs y passant en moyenne près d'1h30 par jour, le réseau social chinois est devenu un acteur incontournable à travers le monde. La France n'échappe pas au phénomène et le pouvoir commence à s'en mêler. Le Sénat a annoncé jeudi l'ouverture d'une commission d'enquête qui se penchera sur l'utilisation de TikTok, son exploitation des données et sa stratégie d'influence. La proposition d'une telle démarche émanait du sénateur Claude Maluret, membre du groupe Les Indépendants Républicains et Territoires. Les 19 membres de la commission d'enquête seront nommés le 1er mars et celle-ci aura 6 mois pour remettre ses conclusions. Addiction, propagande, protection des données personnelles, sécurité des mineurs, les domaines posant question sont nombreux dès lors que l'on évoque TikTok. Très populaire auprès de la jeunesse, ce réseau social ne laisse ni le choix du contenu visualisé, ni le temps de faire une pause. Sur l'application, les courtes vidéos se lancent automatiquement et s'enchaînent à un rythme effréné, attirant toujours plus l'attention au point d'atteindre les capacités cognitives. Excité par les images, le cerveau en demande toujours davantage jusqu'à saturation. Une catastrophe pour les moins de 25 ans, dont le cortex n'est pas totalement formé. Le risque de dépendance est immense et TikTok en est le grand gagnant. Plus le contenu proposé automatiquement est aimé, partagé, commenté, plus les goûts de l'utilisateur sont analysés, compris et retenus par l'application. Sans filtre ou presque, TikTok est par ailleurs accusé de faciliter la propagande politique, notamment celle émanant de la Russie au sujet de la guerre en Ukraine, ce qui a le mérite d'équilibrer un peu avec la propagande pro-ukrainienne déversée dans la majorité des médias. Les créateurs de contenu, y compris les plus jeunes, doivent redoubler d'efforts pour réaliser les vidéos les plus attirantes possibles, d'où une sexualisation des contenus ainsi que la prolifération de vidéos chocs. Le 3 février, un nouveau cap a été franchi dans un appartement de Lyon avec la diffusion d'un meurtre en direct sur ce réseau social. La vidéo proposait au public le sordide spectacle d'un homme torturé, gisant au sol partiellement dénudé et recevant des coups. 2 suspects ont été arrêtés et placés en garde à vue alors que les tortures ont été confirmées par l'autopsie réalisée sur la victime de 54 ans. Des contenus à la dérive donc, mais aussi des risques d'espionnage. De plus en plus de voix s'élèvent aux États-Unis pour interdire ce réseau social. C'est le cas notamment de Christophe Wray, le directeur du FBI. L'épisode récent du ballon chinois pourrait accélérer ce processus. L'Inde a quant à elle franchi le pas dès juin 2020, quelques semaines après un affrontement militaire à la frontière chinoise. Cette interdiction a provoqué des remous dans le pays, TikTok ayant là aussi suscité un réel engouement. À la manière de Facebook et Twitter, TikTok connaît aussi un côté obscur.
Mais à la différence des deux précédents, il n'est pas américain et il rassemble un public plus jeune et donc plus exposé. Aux risques inhérents à ce réseau social s'ajoute une donnée géopolitique avec la volonté chinoise de peser plus dans le jeu international. Le rafraîchissement des relations sino-états-uniennes pourrait sonner le glas de TikTok en Occident, les États européens consentant volontiers à être espionnés par l'oncle Sam, un peu moins par l'Empire du Milieu. Et passons à présent à l'actualité en bref. Offensive russe en Ukraine. Vendredi matin, une attaque massive aurait été menée dans les oblasts de Kharkiv et Zaporijjia avec un appui de missiles et de drones kamikazes éliminant plusieurs sites énergétiques. Une offensive blindée russe pourrait aussi avoir lieu pour anticiper le dégel et éviter la boue et passer à l'action avant l'arrivée des chars occidentaux promis à Kiev. Après un automne marqué par des avancées ukrainiennes, il semblerait que la Russie reprenne la main. Le conflit semble basculer et le terrain semble désavouer les chiffres du directeur de l'état-major de l'Union européenne, l'amiral de nationalité française Hervé Bléjean, qui affirmait en commission à l'Assemblée nationale en novembre que 60% des chars russes étaient hors d'usage et que Moscou avait perdu 250 000 hommes. Dans ses déclarations, publiées seulement en ce mois de février, il disait également que les pertes ukrainiennes sont plus complexes à établir, sans expliquer pourquoi, tout en affirmant qu'elles sont moins nombreuses que celles des Russes. Ce revirement illustre une nouvelle fois la désinformation et souvent aussi la confusion qui entoure le conflit ukrainien. La tournée du président Zelensky en Europe ne devrait rien changer à la tendance en cours. S'il a pu compter sur le soutien de l'UE qui ouvre la voie vers une intégration de Kiev, au diable les normes en matière de corruption, il n'a pas obtenu les avions qu'il quémandait. Une sanction de plus pour le groupe Canal+. Jeudi, l'autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, l'Arcom, a infligé à la chaîne C8 une pénalité financière de 3,5 millions d'euros. C'est la plus forte amende infligée par cette autorité publique indépendante. Étaient en cause les propos tenus par le présentateur Cyril Hanouna le 10 novembre lorsqu'il a traité le député LFI Louis Boyard de tocard, d'abruti et de merde. Il aurait alors porté atteinte aux droits de l'invité, au respect de son honneur et de sa réputation. Un bijou à 170 000 € perdu dans la nature. Des convoyeurs ont égaré une pierre précieuse, très précieuse, qui a été retrouvée par un automobiliste. Ce dernier et 3 de ses passagers ont alors embarqué. Ils ont finalement été retrouvés à cause de leur plaque d'immatriculation. Les faits remontent au 2 février et ont été suivis d'une garde à vue pour les 4 raptous, mais aussi pour les 2 convoyeurs. L'affaire est pour le moins étonnante car les images de vidéosurveillance ont montré que la porte latérale du véhicule des convoyeurs était ouverte, permettant au colis comportant le bijou de tomber. Le propriétaire a, lui, pu retrouver sa pierre précieuse. La France finit par se mobiliser pour la Syrie, alors que les premières communications présidentielles s'étaient surtout portées en direction de la Turquie. Paris consent à débloquer 12 millions d'euros pour la population syrienne. Reste à savoir si la diplomatie française parviendra à faire parvenir ces fonds à ceux qui font du bon boulot, comme disait en son temps Laurent Fabius. Le ministère des Affaires étrangères évoque une distribution via des ONG et l'ONU. Le bilan officiel pour le séisme qui a frappé la Turquie et la Syrie serait de plus de 20 000 morts. Brigitte Macron débarque sur les réseaux sociaux et cette fois-ci ce n'est pas à son détriment avec des rumeurs folles à son propos, mais la femme du président a décidé de réinventer sa communication après 6 années passées à l'Élysée. Celle qui fêtera ses 70 bougies le 13 avril prochain était déjà allée au charbon au début de l'année pour défendre la réforme des retraites et pour parler du port de l'uniforme à l'école. Forte d'une cote de popularité bien plus appréciable que celle de son mari, elle pourrait tenter de jouer les pompiers de service.